il aime ce qu'il fait. Mais il reçoit un salaire aussi pour le faire par une institution, par une corporation, une compagnie, donc que ce soit privé. Et bon, qui dit salaire, institution, ça amène son lot de contraintes. Par exemple, les clauses de loyauté qui vont en quelque part empêcher le journaliste de critiquer l'institution pour laquelle il travaille. Puis bon, ça va affecter aussi le travail d'autocritique propre du journaliste. Nous, en tant qu'amateurs, on n'a absolument pas une scène. Même faire en armes intermédiaires et sublétales. Et donc, cette force collaborative-là peut vraiment être un moyen, en fait, de dépasser cette contrainte budgétaire-là du manque d'argent. Ça permet aussi de donner à notre travail une certaine qualité, puis une rigueur. Donc, par exemple, d'avoir autant de différents angles différents, de points de vue différents dans une manifestation, ça, c'est pas possible, par exemple, pour la presse qui dépêche un caméraman seulement, par exemple. Cette collaboration-là est encore transparente. Oui, c'est bon. Donc, les médias traditionnels, eux, sont peut-être plutôt dans un modèle qui est plus compétitif que collaboratif. C'est pas parce qu'on n'est pas objectif, hein, qu'on peut pas être rigoureux. Puis en ce sens-là, les médias corporatistes traditionnels sont pas plus objectifs donc que les médias amateurs. Voilà. Puis je terminerai en fait seulement sur l'idée que, étant donné que nous, on n'est pas dans toutes ces contraintes-là, en fait, qu'amènent les médias corporatistes, ça nous permet une totale liberté de penser, une totale liberté d'esprit critique aussi, puis d'explorer différentes formes. Alors, voilà, merci. Personne à faire une présentation parce qu'il y a beaucoup de choses fort intéressantes ça tourne dans ma tête et ça va faire des petits probablement. Je dois vous avouer que pour compléter la présentation que Jean-Marc a fait de ma personne avant d'être professeur dans notre vie, j'ai participé à de nombreux médias communautaires, notamment j'étais productrice à Radio Centre-Ville pendant plusieurs années. Donc maintenant on parlait des radios communautaires, j'ai eu ce bonheur. Et puis plus récemment, depuis les années 2000, j'ai été sur le conseil d'administration de la revue du magazine Recto Verso, Feu, le magazine Recto Verso, qui effectivement m'a lancé d'abord, est un magazine qui avait sur quelques observations qui n'ont à mon sens pas la prétention d'être scientifiques au sens pur du terme, mais qui quand même pourraient donner des pistes de réflexion sur cette question centrale de l'idéologie. Alors je suis partie du journalisme et du militantisme en me disant que si on rattachait ces deux termes au type d'êtres humains qu'ils évoquent, les journalistes et les militants, on peut penser que leurs activités sont toutes deux liées à l'exercice des libertés fondamentales qui déterminent dans les principes les sociétés démocratiques, dans les sociétés relativement modérément les pratiques journalistiques liées au métier d'information, l'objectivité journalistique, dont je viens d'apprendre qu'elle est moins utilisée comme principe de base, reste quand même une notion avec laquelle nombre de pratiquants travaillent, et renvoyant de nombreux synonymes tels authenticité, impartialité, neutralité, les décisions et les actions des grands décideurs attachés aux institutions politiques, économiques et financières les plus influentes, largement cités et sollicités par les nombres de journalistes. Ces définisseurs ou sources primaires sont dotés du pouvoir de définir tout enjeu, problème politique et social, donc d'influer sur la manière d'aborder cet enjeu, ce problème, de le penser et de le débattre dans l'espace médiatique, et ce souvent de manière consensuelle, appelée plein à terme, face à des événements politiques orchestrés et établis par les définisseurs primaires, réformes, pure, budget, nouvelles politiques, etc. Et c'est ce qui détermine, semble-t-il, le gros de la teneur de la couverture de presse. D'un côté, on aurait raison et légitimation, petit événement. Cette prétention à la symétrie des propos constitutifs de nombreux récits journalistiques est bien commode, car elle renvoie à la
l'égalité, une valeur cardinale de démocratie libérale. On peut se demander dans la réalité si ces principes tiennent la route, tout comme leur promesse d'objectivité, de réciprocité et de démocratie. Deux cas récents parmi bien d'autres pour tenter une réponse à cette question. Le premier cas met en scène Jean Charest, les Québécois et la rue. Je n'ai pas pu faire autrement de sourire aujourd'hui en voyant que la première page de la nouvelle édition d'Ababord utilisait ce terme-là. Alors je vais vous expliquer pourquoi cette métaphorisation, moi, me fatigue un petit peu. Du point de vue évidemment, la grève étudiante de 2012. Parce que pendant cette grève, et de manière plus accrue pendant la courte période électorale du mois d'août, Jean Charest n'a eu de cesse de déclarer quotidiennement dans les médias la même rengaine. L'enjeu de ces élections renvoyait à un choix de société des Québécois contre la rue. Donc la configuration socio-démographique du Québec à la mode libérale se réduisait en une profilage idéologique aussi réducteur que grossier, en une vision relativement manichéenne de première opposant deux groupes sociaux, d'un côté les Québécois, une majorité silencieuse, avide de loi, quand même sur le cas spécial, et avide de normes, et puis de l'autre côté la rue, imprévisible, violente, désordonnée, figure emblématique de toutes les contestations contre les politiques libérales, incarnée par tous les porteurs de carrés rouges, ou encore par les joueurs de casseroles réunis à la brunante, incluant Mme Marois, bref, à des gens qui ne seraient donc pas de vrais Québécois. Copieusement relayée par de nombreux médias d'information, cette vulgate libérale réduisait ainsi des milliers de personnes qui manifestaient dans plusieurs villes du Québec, tous les 22 du mois, et tous les soirs pendant près de 2 saisons, à une terne entité bitumineuse, la rue. Un mélange d'hydrocarbures assez visqueux ou solides, dont la couleur peut varier du brun au noir, comme la couleur des anarchistes, utilisé pour revêtir les chaussées et les trottoirs. La rue, une antiquité devenue inquiétante, sans autre projet de société que de fournir des pavés aux casseurs de vitrines et de générer la pagaille et l'incertitude. Et la rue, enfin, une chose sans légitimité, privée de toute identité citoyenne. Si pendant la même période, Jean Charest avait parlé d'un choix de société pendant les élections, des Québécois contre les autres, genre les immigrants, les femmes, les noirs, les croyants, peu importe, on peut raisonnablement penser que cela aurait soulevé quelques protestations indignées dans la presse et dans les chaumières, entre autres en regard du caractère raciste, homophobe, anti-religieux de cette énonciation contraire aux principes consignés dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Rien de tel ne s'est passé au sujet de la rue. Cette grande généralisation communicationnelle tendant à personnifier une rue a priori menaçante s'est imposée comme une fiction commode, permettant aux candidats briguant le poste le plus élevé de la province et dans l'irrespect le plus flagrant des principes démocratiques qui gouvernent le Québec, d'accuser et d'admonester, sans les nommer nommément, tous ceux qu'ils considéraient comme des dissidents indésirables, qui font partie pourtant intégrante de la démocratie, et dont ils gommaient, reniaient ainsi, par la bande, le statut de citoyen et d'électeur. On parle ici de techniques de manipulation cognitive qui ont, selon moi, plusieurs conséquences. Elles influent le sens du message et supportent des entreprises de désinformation, laquelle consiste à faire passer pour des faits objectifs et crédibles des inventions, des fictions, voire dans certains cas des mensonges. Elle contribue aussi à occulter le réel et d'autres informations qui visent l'obtention, par exemple, d'un consentement pas nécessairement acquis d'avance, en l'occurrence, dans le cas qui nous occupe, le vote des électeurs québécois alors que le PLQ était à la traîne dans les sondages sur les intentions de vote. Pour leur part, sans trop sourciller, nombre de journalistes et de médias d'information ont abondamment diffusé le récit de cette fiction intitulée « Les Québécois contre la rue », une petite gêne, et ne pas répéter ce récit ad nauseam. Et à quoi bon questionner le caractère désinformant de cette allégorie, donnant lieu à une couverture médiatique, générativisme allant systématiquement de pair avec des présomptions d'extrémisme, d'incompétence, d'intransigeance et de partialité. Vincent Marissal, 3 jours après sa nomination dans la presse, a écrit une chronique titrée Envers et contre tout, doctrinaire, sectaire, impulsif et borné. Mais je peux surtout parler de ces images qui ont duré dans plusieurs reportages de Radio-Canada, des reportages où il était question de données publicitaires avant, après. Une pratique médiatique, à mon sens, plutôt inhabituelle. Il existe pourtant d'autres activistes très influents qui font couramment les gros titres, des gens comme l'ancien Premier ministre Lucien Bouchard et autres adeptes de l'important cabinet d'avocats Davis dans lequel il fait partie des groupes de pratique droit des sociétés, droit commercial, litige, fusion-acquisition, énergie. Faire bénéficier d'un traitement égal les activistes de gauche et de droite, une telle pratique permettrait peut-être... Question pour Gapa. Oui, j'ai une question sur le format du reportage. Parce
sais, la voix robotisée. Oui. Puis il y a beaucoup d'ironie aussi, Oui. d'humour dans le reportage. Puis ma question, c'est... Ben, en fait, je me demande si ça ne dessert pas le propos. Et si ça ne dessert pas le journalisme citoyen qu'il y a là-dedans. Excellente question. Merci. Mais finalement, en fait, quand j'écoutais M. Miles parler, si je ne me trompe pas, c'est bien la vague du nouveau journalisme, puis du journalisme interprétatif, finalement, de cette espèce d'éclatement-là, des formes possibles de journalisme, je dirais que c'est vraiment dans cette lignée-là qu'on s'insère, finalement. Mais en même temps, Alors, à la droite. Oui, bonjour, je suis Claudine Simon du Matin Citoyen. Merci pour l'organisation de la journée. Moi, j'ai intervenu chez Marquis ce matin, donc peut-être qu'il y a eu des éléments de ma question qui ont été posés. Mais ma question s'adresse particulièrement à M. Miles. L'impression que j'ai, c'est qu'il est encore très difficile pour les médias de masse de reconnaître la légitimité des médias indépendants et leur rapport au débat démocratique. Donc, c'est la première partie de mon intervention, peut-être que je me trompe. Et je vous écoutais tout à l'heure parler de votre travail, et je vais vous citer, Polaroid de l'histoire en mouvement, témoignage de la réalité sociale. Moi, dans mon travail, c'est drôle, je me suis dit, mais c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai l'impression de faire. Et ma réflexion, c'est autour de la complémentarité. Est-ce qu'il ne serait pas possible, au lieu d'avoir un discours qui nous divise, en fait, qui clive entre le média indépendant et le média traditionnel, d'aborder nos rôles de façon davantage complémentaire, notre rôle et notre rapport aussi de façon complémentaire, à la fois dans nos rôles, mais à la fois dans des luttes communes, à mon avis, ou des luttes certainement qui devraient être communes, comme la concentration de la presse, la liberté de presse notamment, qui, on le voit, est aussi atteinte autant du côté des médias indépendants que du côté des médias de masse. Donc voilà, j'étais intéressée d'avoir votre avis sur cette optique de complémentarité-là et de légitimité en même temps des médias indépendants. Écoutez, il faut distinguer, à mon avis, les médias indépendants qui parfois font un travail journalistique très honorable, des médias qui sont des positionnements militants, carrément, où le journalisme n'est que façade de faire avancer une cause et la cause occupe tout le devant. À mon avis, ce qui distingue un journaliste d'un militant, c'est que le journaliste se donne la peine de faire la codification, la contextualisation et évite la confusion des genres. Et c'est ces frontières-là qu'on a de la difficulté à retrouver sur Internet. Et c'est pas juste le fruit des médias citoyens ou étudiants. Dans des petites régions au Québec, on a vu des amateurs de photographie se précipiter sur les sites d'incendie pour prendre des photos. Et comme ils sont un peu des maniaques de l'intervention policière et de l'intervention des pompiers, ils finissent par faire des clichés qui renvoient une image très propre et très satisfaisante pour les pompiers. Et au final, on leur donne une préséance pour accéder aux scènes de crime, parce qu'ils font un travail qui met les pompiers à l'avant-scène, qui vont sur leur meilleur jour. Ça ne me paraît pas être du journalisme, c'est une forme de militantisme, d'autopromotion. On a des blogueurs parfois qui vont avoir un blog sur la famille et qui sont commandités par Johnson & Johnson. Je donne un exemple. Je ne dis pas que c'est Johnson & Johnson, mais on a vu des cas où il n'y avait aucune absence de recul et d'indépendance. Peut-être ça qui pose davantage de problèmes. Nous, à la Fédération, on n'a pas de misère à penser dans un gros bras. Merci, M. Piot. Merci à vous trois pour l'intervention. J'ai beaucoup accroché à plusieurs choses que vous avez vu se dire. Je trouvais ça très intéressant. Ça m'a fait penser, c'est sûr qu'on pense tous un peu au printemps, comme l'a dit M. le maire, ça a été assez fort comme révélateur. Et j'ai pensé en particulier, moi, il y a une fois où j'ai écouté une fameuse manifestation du soir de CUTV, où la personne qui était au micro disait on se fait reprocher d'avoir un biais, de ne pas être objectif, mais en fait, nous, ce qu'on a répondu à ça, c'est que notre biais expose le biais des autres médias. J'ai trouvé que c'était une formule vraiment intéressante. Et donc, j'ai trouvé écho à cette, dans ce que Isabelle Bus disait, mais bon, je ne vais pas faire dire ce qu'elle n'a pas dit, là, mais ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand elle parlait de manipulation aussi, de stratégie, mais la question de la grève et du boycott.
objectivement, et je pèse le mot objectivement parce qu'il y a une question d'objectivité, objectivement, c'est faux que ce qu'on a connu au printemps dernier était un boycott. Il y a une réalité objective à cette situation-là quand on regarde ce que c'est dans le dictionnaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté pour un cas précis comme celui-là à quelque chose qui est de l'ordre du mensonge et de la manipulation? Est-ce qu'on peut dire, on n'aura pas de biais, donc on va dire, certains disent que c'est une grève, d'autres disent que c'est un boycott. À ce moment-là, il me semble qu'on donne un avantage démesuré à celui qui a recours à un mot qui est carrément faux pour décrire une certaine réalité. Donc, c'est ça. Je prendrai 2 autres questions pour permettre aux gens de répondre. Madame? Ma question, ce serait pour la madame Dugapa. Elle va concerner l'heureux mélange entre divertissement et information. Je veux bien croire que vous êtes des amateurs, que votre but, c'est d'être un genre de groupe affinitaire qui va aller chercher de l'information, utiliser des images prises par d'autres citoyens dans des manifs ou d'autres événements, puis faire, essayer de montrer un autre aspect de l'information qui est peut-être moins, les gens qui courent, la caméra qui shake, je suis comme, ok, tu sais. Bon, j'étais souvent dans des manifs, puis oui, en effet, ça ressemble un peu à ça, mais je trouvais qu'il y avait une dimension assez spectaculaire, puis ça m'a un peu inquiétée, parce que votre objectif, est-ce que c'est de faire du divertissement, et si oui, il faut que ce soit clairement affirmé, ce qui n'est pas vraiment le cas, je pense, dans la façon dont vous vous présentez en tant que collectif, et si c'est pas... On peut être objectif, on a tous nos billets, mais si on multiplie les points de vue, alors on atteint une certaine objectivité parce qu'on multiplie, peut-être qu'on n'atteint pas une objectivité, mais on arrive plus proche de la réalité puisqu'on a... C'était juste pas là, c'était pas exprimé, et il fallait vraiment que je me tourne vers des médias alternatifs pour trouver cette information-là et dont j'étais témoin. C'est pas vrai qu'il faut avoir un salaire pour avoir une carte de presse au Québec pour tirer le principal de ses activités de journaliste. On a des pigistes, on a des gens qui sont un peu journalistes et qui complètent avec des contrats de recherche, par exemple. Ce que l'on attend, par contre, c'est qu'un journaliste soit avoir une carte de membre qui nous empêche de critiquer. Ça existe tout simplement pas de voir. Ce qui empêche parfois un journaliste de critiquer sa propre entreprise, c'est cette notion d'apparence de conflit d'intérêt. Un journaliste à l'emploi du devoir ne va pas commencer à cracher dans le soupe du devoir parce que le public va se demander donc quelles sont ses intentions, avec qui règle-t-il ses comptes. Créant ciseaux, ça prend un travail colossal. Il peut travailler à temps perdu des mois sur une histoire qui mijote sur le feu arrière avant qu'il y ait la police. Écrire mon texte au point où je ne le reconnais plus, où il devient biaisé, justement, je peux refuser de signer. Ne trompe pas mon nom. Je peux faire un grief sur une clause professionnelle de rendre justice à la réalité du mieux qu'on peut. Pour le positionnement média, précisément, vous savez, c'est un compromis, le modèle qu'on a d'organisation de la presse ici. Un modèle tout étatique, là, ça n'a jamais fonctionné en matière de liberté de presse. La Pravda n'a pas été un grand succès pour la liberté de presse. Les réserves quand même, c'est que ça se calcule toujours avec la distance que les médias et les journalistes conservent avec les officines du pouvoir, qu'ils soient économiques ou politiques. Et on en a des exemples de pieds, mais on ne les voit même pas passer. Par exemple, on sait qu'à Radio-Canada, quelqu'un qui veut aller en politique, on l'a vu, là, n'a pas le droit, effectivement, de quitter Radio-Canada pour s'en aller en politique. On l'a vu tout récemment avec nombre d'anciens journalistes qui aujourd'hui officient aussi bien au Parti libéral qu'au Parti québécois. Par contre, l'inverse n'est pas si vrai. On a passé cet hiver à des soirées à RDI où, quand on revenait, nous ici à l'UQAM, on était juste à côté d'Tiananmen en Chine, alors qu'on voyait bien que derrière eux, il n'y avait plus un chat. On se demandait donc, finalement, pourquoi leur tête était aussi tragique et Poletti passait son temps à expliquer que les opérations policières avaient été faites dans les règles de l'art. Ce qui est effectivement son point. Je dirais qu'aujourd'hui, ce matin, on a parlé, Chantal, elle a évoqué beaucoup le rôle des relationnistes dans le travail des journalistes. Moi, j'aimerais mentionner celui des experts, qui généralement sont interpellés, disons dans un petit bottin, on m'appelle constamment du Québec, dans Marguerite Bourgeois. Donc il y a quand même quelque chose, je me suis toujours demandé, moi, par rapport à ce gars-là, est-ce que cette tribune, tous les soirs, ne lui aurait pas donné aussi la légitimité, la crédibilité, en tout cas une vitrine, qu'on ne connaissait pas avant, pour non seulement supporter les opérations politiques déterminées par effectivement les officines du pouvoir, et puis en même temps se faire un petit capital politique qui lui a permis par la bande de se faire élire pour le Parti libéral. Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut encore juger après que l'expertise qu'il avait le soir où il disait que tout était fait dans la règle de l'art était à ce point objective
ou si ça n'obéissait pas à une subjectivité toute libérale. C'est des questions qu'il faut se poser. Alors voilà, c'est juste... Elle a exclu sa job, c'était relationniste. Posé avec une mission comme Infoman. La question qu'on pourrait se poser, par exemple, c'est est-ce que je suis moins bien informée après avoir écouté le bulletin d'information d'Infoman que celui de Radio-Canada ou TVA? Bon, premier élément, la question se pose. Et deuxième élément, par rapport à la mise en scène, en fait, là, à cette théâtralité-là, cette émotion-là, ce pathos journalistique. Et c'est cette mise en scène-là qui est associée dans notre esprit à ce qui est, par exemple, une idée de l'objectivité ou de la neutralité. C'est comme ça que je répondrai. Si vous êtes d'accord, je prendrais... de l'objectivité, c'est celle-là qui est dangereuse dans l'occultation du biais idéologique ou du biais de partialité qu'il peut y avoir. Quand on prétend donner la parole aux deux camps, d'abord, ça postule qu'il y a deux camps. Monsieur Miles, vous avez parlé du fait que de quoi se plaignent les gens qui crachent à la figure des journalistes. C'est-à-dire, je suis tout à fait en désaccord avec le fait de cracher à la figure d'une personne, mais qu'est-ce qui cause ce sentiment de mensonge systématique, même chez des journalistes objectifs? C'est qu'il n'y en a pas que deux images. Et justement, il y avait beaucoup de ressentiment envers Gabriel Nadeau-Dubois et envers le montage même imposé par des journalistes qui disaient non, on ne veut pas Jeanne Reynolds, elle passe moins bien à la télé, on a une image de c'est quoi un porte-parole et c'est ça qu'on veut. Et donc, et le fait que de toute façon, le porte-parole n'entre pas dans la réalité du fait. Et là, on parlait de est-ce que vous desservez votre cause, là je change de sujet pour passer à GAPA. Est-ce qu'on dessert sa cause lorsqu'on met de l'émotion, de la théâtralisation dans la manière de rendre compte d'une idée? Je pense qu'objectivement, les bombes assourdissantes blessent et objectivement, comment rendre compte d'une grenade qui nous explose à la face sans la mettre en scène? Et quelle est l'objectivité de celui qui va passer pratiquement toute la nouvelle à montrer le communiqué de presse de la police, et ça en donnant la parole à Gabriel Nadeau-Dubois lorsqu'on l'oblige à dire non, est-ce que vous allez condamner la violence? Quelle est l'objectivité là-dedans? Je me pose la question. Madame? Oui. OK. Bon, c'est sûr que de manière évidente, il y a une espèce d'animosité entre le pôle un peu plus militant, plus citoyen de la production d'information et le pôle journalistique. C'est assez évident. C'est de se trouver un peu entre les deux pour le ressentir un peu tout le temps. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, dans cette polarisation-là, une partie de la couverture qui serait un petit peu amoindrie en qualité par l'espèce d'inconciliabilité qu'il y a entre la conception citoyenne et la conception journalistique? Et puis bon, évidemment, d'une part, les journalistes doivent souvent interpréter le journalisme citoyen comme étant les militants qui veulent faire passer un message très biaisé, mais d'autre part, est-ce que les journalistes n'auraient pas eux aussi un biais qui ne serait pas idéologique, mais qui serait strictement relié au fait... C'est pertinent, je ne suis pas ici pour représenter l'association, mais j'en profite pour la mentionner. L'Association des journalistes indépendants a amendé ses règlements à l'Assemblée générale annuelle il y a quelques semaines pour permettre, au cas par cas, que des journalistes bénévoles ou étudiants puissent faire une demande de carte de presse pour avoir une carte de presse comme n'importe quel journaliste professionnel. Et c'est important, puis j'essaie d'organiser les idées parce que j'ai plein de choses que je voudrais dire. Quelques observations. Cette discussion sur l'engagement, l'objectivité dans le journalisme, c'est quelque chose qui, de toute évidence, répond à une préoccupation importante, autant dans la communauté professionnelle des journalistes que dans le public en général. Il y a une discussion à ce sujet-là qui s'est tenue le mois dernier, organisée par Hublot, qui abordait le sujet sous un autre angle. D'autres. Moi, une chose qui me frappe, c'est que, puis moi je termine un diplôme en journalisme en ce moment, on nous enseigne dans les écoles de journalisme, l'objectivité, c'est dans la méthode.
et dans un livre que j'ai trouvé récemment sur le journalisme d'enquête, on le dit, j'ai trouvé ça intéressant comme réflexion, qui avait lieu le mois passé. Émilie Dubreuil, qui était une des panélistes, disait « Moi, là, j'ai fait fermer telle place avec un reportage que j'ai fait. La commission Charbonneau, que Brian Mills a mentionné, elle est sortie grâce à une enquête qu'elle a faite sur la corruption à Mascouche. Elle voulait sortir cette information-là. Elle voulait pointer du doigt le fait que les politiciens sont corrompus. Et ça, c'est subjectivement, elle, comme individu, comme citoyenne, elle trouvait que c'était important de sortir cette information-là. Elle employait une méthode objective pour la faire. Je termine rapidement en posant une question que j'ai posée à cette fameuse soirée-là, à laquelle je n'ai pas obtenu de réponse satisfaisante. Et je vais prendre un exemple très précis qui est le 15 mars, la manifestation contre la brutalité policière. Chaque année... L'exemple vient la question? Oui, la question, elle est là. Quand on voit le lendemain matin tous les articles qui parlent de la manifestation, en général, on va voir la citation du chef de police ou de Yann Lafrenière, le porte-parole, en haut de l'article, et on va voir peut-être éventuellement vers la fin de l'article ou quelque part dans le courant de l'article, un commentaire du COBP ou de gens qui étaient là, pourquoi ils étaient là. Quelle est la dimension objective de ce choix-là, de dire on va mettre la source policière en premier et on va mettre le reste ensuite? Pour moi, ça traduit une posture subjective qui dit la police est plus crédible et on va la mettre en premier. Merci. Oui. Essayez d'être... je vais essayer d'être concis. Ma question s'adresse à Brian Mills. Souvent, on a l'impression, moi-même, j'ai l'impression, ayant déjà participé à un congrès de la FPJQ, souvent on a l'impression que la FPJQ n'a pas vraiment de pouvoir, c'est un peu plus une façade. On a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment de pouvoir discrétionnaire envers leurs membres. Étant donné que Québécois s'est retiré du conseil de presse en 2010, on peut se demander c'est quoi vraiment l'idée même de la Fédération professionnelle des journalistes, étant donné qu'il n'y a pas d'ordre professionnel des journalistes. Donc, ma question va comme suit. Croyez-vous que la création d'un ordre professionnel des journalistes pourrait faire en sorte que ceux-ci ne soient pas assujettis à leurs employeurs qui ont parfois tendance à être... Et je trouvais ça intéressant, parce que je me disais, wow, la belle convergence médiatique de TVA fait ses fins. Et je me demandais si un ordre professionnel ne pourrait pas faire en sorte de justement avoir un pouvoir discrétionnaire envers ces journalistes qui utilisent le pouvoir de l'information pour promouvoir la convergence et promouvoir les activités de Québécois. Donc, c'est rapidement, je vais répondre tout de suite. Est-ce que ça va aller vite? Oui, parce que je vais donner plus de temps pour voir. Dernière intervention. Cool. Oui, certainement. Je ne suis qu'un lecteur de journal. Alors, je n'ai pas de grand titre pour pontifier pour le moment. Mais je me pose une question, il est assez ironique que l'intervenant précédent avait exactement la même préoccupation, cette histoire d'ordre professionnel. Moi, j'ai été dans l'enseignement pendant plusieurs années et nous étions des travailleurs syndiqués et il y avait cette terme dans mon vocabulaire, n'est-ce pas, en France. Alors, cette proposition, qui n'est pas que la proposition de l'ordre professionnel, une proposition d'organisation du métier de journaliste et de reconnaissance, une espèce d'organisme de reconnaissance ou d'accréditation. Je vais être... En fait, ce que je trouve qui est très intéressant des événements qui se sont produits au Québec au printemps dernier, c'est que les gens ont lâché leur chez-soi, ont lâché leur maison, ont lâché leur télé, sont allés dehors, nombre d'entre eux, jouer de la casserole, jouer d'autres choses comme ça. Ce qui fait que les gens se sont mis au social qui était plus grand que la petite lorgnette avec laquelle la télévision était capable de lui rendre honneur. C'est une chose. J'avais remarqué exactement la même chose au Sommet des Amériques pour la première fois à Québec en 2001, quand je m'étais rendue et quand je suis rentrée à Montréal, on a dit vous étiez complètement, comment on appelle ça, pris par les anarchistes. Je dis ben non, j'en ai même pas vu moi. Et alors c'est là qu'on voit qu'on a deux visions de la réalité. Donc parfois, s'éloigner de cette réalité médiatique, ça nous raccorde avec un dernier sur parlant en fait d'une création d'une sorte d'ordre professionnel des journalistes. Je ne sais pas, GAPA en tant que tel, on n'a pas vraiment de statuer, de position par rapport à ça. Ce que je peux dire, c'est qu'en général, on est contre le corporatisme. Donc,
a priori, ce serait peut-être pas quelque chose, en fait, on n'est pas en position par rapport à ça. Puis, je sais pas, là, en guise peut-être de conclusion, peut-être que vous trouvez que GAPA tient des mots durs envers le journalisme professionnel au Québec. Ce qu'on répond à ça, c'est que c'est une tâche qui est tellement, mais tellement importante en démocratie d'informer la population qu'il faut que ce soit surveillé. Et c'était en fait l'essence de notre acronyme, hein, le GAY des activités paralogiques, propagandistes et antidémocratiques. Là, la vidéo que vous avez vue, c'était un versant qui était peut-être plus sur le versant peut-être plus antidémocratique. On a fait beaucoup de vidéos, par exemple, où je pense à l'utilisation de la connotation chez Mario Roy, puis là on va faire une étude des différents textes de Mario Roy, de la presse évidemment, etc. Donc, ça le dit, hein, le GAY des activités. Notre idée, c'est que les médias de masse, en fait, à la base, c'est vraiment en français, le GAY des activités paralogiques, propagandistes et antidémocratiques. Et il y avait aussi un jeu de mots, en fait, sur l'escouade Gamma. Hein. GAPA, ça veut une sorte de parodie de ce que c'est l'escouade Gamma, là, le GAY des activités. Ah, oui. Ben voilà. On fait des vidéos GAPA. Bon, écoutez, il faut distinguer dans le fond les rôles. FPJQ, Conseil de presse, ce sont deux organisations séparées, mais qui ont des ponts historiques. La Fédération est un des partenaires fondateurs du Conseil de presse. On délègue toujours des administrateurs. Notre rôle, à quoi il sert? Il fait de la déontologie, c'est un tribunal d'honneur. La pire sanction qu'il peut émettre, c'est de l'ordre. Ils ont aussi une fonction conseil qui lui permet d'émettre, de publier des avis s'ils jugent appropriés. Le retraite québécois, c'est vrai que ça n'a pas donné un beau résultat, mais ça n'empêche pas le Conseil de presse de prendre encore des plaintes de Québécois. Ils le font à l'occasion quand ils en ont et quand c'est opportun. Ça, c'est pour l'environnement, je dirais, professionnel. On n'arrivera jamais à